Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, au Brésil. Tout d'abord, je souhaite vous envoyer un bonjour de la part d'Adriano qui vit maintenant à New York, aux États-Unis, et qui me prie d'envoyer un bonjour aux abonnés de cette chaîne à laquelle il a beaucoup contribué. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet triste, on va parler de l'inceste, de la pédocriminalité, ce qu'on appelle généralement les pédophiles, c'est-à-dire ces hommes frustres, sans scrupules, qui abusent sexuellement de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qu'ils soient garçons ou filles, et qui imposent la main sur la bouche de mettre leur pénis à l'intérieur du corps d'un enfant innocent. Ces hommes-là, ces hommes sans scrupules, ces satyres, ces pointeurs, comme on dit en prison, où on leur fait payer les sévices qu'ils ont fait aux petites filles, eh bien, il faut les détecter. Ici, dans cette maison, actuellement, qui sert d'annexe au temple, nous avons 5 femmes. Et sur ces 5 femmes, 3 ont été abusées sexuellement dans le cadre de leur famille. Et il y a encore quelques semaines, c'était même 6. Qu'est-ce qui fait que autant de femmes sont victimes d'agresseurs sexuels, que ce soit leur père, leur grand-père, leur frère, leurs cousins, etc. Généralement, c'est dans la famille. Pourquoi il y a cette lade l'omerta? Comment en sortir? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans une première partie, on va voir comment détecter un pédocriminel dans son entourage. Normalement, si vous avez fait des études de psychologie comme moi, ou si vous avez fait des études de médecine, ou si vous avez fait des études de pharmacie, on vous a appris à détecter les pédophiles. Et si vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes complice. Alors c'est ce qu'on va voir la suite. Et puis dans une deuxième partie, on va voir comment il y a des réseaux pédophiles organisés et comment ces réseaux pédophiles se protègent avec des préfets, des magistrats et des policiers qui sont impliqués, soit qu'ils soient eux-mêmes pédophiles, soit qu'ils se fassent payer pour protéger ces réseaux véritablement sataniques. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day and night? That's the sparkles from my beating heart. When it breaks so hard. Tout d'abord, je tiens également à remercier Gérard Fauré, qui a beaucoup contribué au succès de cette chaîne, qui est venu plusieurs fois, à qui j'envoie le bonjour, et à notre ami de Marseille, le bien nommé, le libre penseur. Voilà, tout le monde aura compris de qui il s'agit. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, en première partie, un adulte pédocriminel et comment réagir? Quand j'étais petit, mes parents m'ont avisé très vite de ce qu'étaient les réseaux pédocriminels parce il y avait des prêtres pédophiles. J'étais beaucoup à l'intérieur de l'église catholique. J'étais élevé dans un milieu extrêmement religieux, extrêmement catholique. Et il y avait des prêtres pédophiles. Et à l'époque, ça faisait un peu rire, c'était à la mode et ça faisait marrer, mais certainement pas dans ma famille. Moi, j'ai une famille de magistrats et de juges et d'avocats. Où on était très sérieux et en matière de discipline. Voilà, on était des gens disciplinés, voire même un petit peu austères. On allait à la messe 2 fois par jour, le matin et le soir, le samedi soir et le dimanche aussi. Donc mes parents tôt m'ont avisé de ce que c'était, puis j'ai été confronté dans mon adolescence. Il y avait eu un prédateur sexuel qui s'est attaqué à toutes sortes d'enfants dans le village où je vivais quand j'avais 14-15 ans, une quinzaine d'années, un peu moins de 15 ans, 14 ans. 13, 14, 15 ans, et avant de rentrer au lycée, et il a fait beaucoup de dégâts, et je me méfiais beaucoup de ce type, et d'ailleurs c'est grâce à mon intervention qu'il a pu être identifié et arrêté, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et un des enfants s'était confié, et j'avais averti les professeurs et le directeur de mon école qu'il y avait un enfant qui souffrait, et qu'il disait qu'il y avait un adulte qui le faisait souffrir. Voilà, donc il m'avait fini par me dire qu'est-ce que c'était avec son pénis, et donc j'avais prévenu les autorités. Le prédateur sexuel en question venait de sortir de l'armée, il a été arrêté, il est passé devant une cour d'assises, et figurez-vous qu'il a fait 6 mois de prison et il est sorti et il vivait dans le même village. Voilà. Ça, c'est un des mystères qui par la suite s'est élucidé parce que j'ai tout à fait et très vite compris quand j'avais 17 ans le jeu que jouaient les renseignements généraux avec la pédocriminalité et comment la pédocriminalité était en réalité un moyen de contrôle qui était exercé au sein de la police, de l'armée
et du monde politique où on plaçait des pédocriminels, où on les identifiait, où on les rendait pédocriminels pour pouvoir les contrôler et obtenir des réactions sur mesure. Alors, comment découvrir qu'une personne est pédocriminelle? Eh bien, c'est très simple. Sachez d'abord que n'importe quelle personne dans votre entourage peut être un pédocriminel. Il n'y a aucune caractéristique physique, aucune caractéristique professionnelle, aucune religion, aucune race, etc. qui est plus pédocriminel que les autres. Deuxièmement, sachez que 70% des enfants de 6 ans qui ont été abusés l'ont été par un membre de leur famille. C'est-à-dire que c'est l'abus sexuel, l'inceste et la pédocriminalité s'exercent au sein de la famille à 70% par le père ou la mère et à 95% par un proche. C'est-à-dire que la plupart des enfants ne sont pas abusés par des étrangers. Seulement entre 5 et 30% des enfants sont abusés par des étrangers. En réalité, seulement 5% des enfants sont abusés par des étrangers. Les cas sont rares. L'abus sexuel, il se fait au sein de la famille. Troisièmement, il y a des caractéristiques qui sont communes à tous les pédophiles. Généralement, le pédophile, c'est un homme. Deuxièmement, cet homme, il est atteint de maladies mentales et de troubles de l'humeur et de la personnalité. Donc, le pédophile, c'est généralement un homme, presque dans 99% des cas. C'est quelqu'un qui souffre de maladies mentales, c'est-à-dire de troubles de l'humeur ou de troubles de la personnalité. D'autre part, c'est plutôt les hétérosexuels qui sont pédophiles dans leur grande majorité. Et en règle générale, les pédocriminels ont tendance à abuser plus les garçons que les filles. Quatrièmement, il y a des comportements qui sont communs à tous les pédophiles. Les pédophiles, en règle généralité, ils montrent un intérêt beaucoup plus vif pour les enfants. Ils ont tendance à parler des enfants comme s'ils étaient des adultes, à nouer avec eux, à nouer des rapports avec eux comme si, eh bien, c'était une personne du même âge qu'eux. Soit ils vont se mettre au niveau de l'âge de l'enfant, soit ils vont amener l'enfant en lui disant « Oh, que tu es jolie, etc., etc. » Et ils vont traiter l'enfant en tant qu'égal d'âge et objet sexuel. Généralement, les pédocriminels ont tendance à dire qu'ils aiment en général avoir des enfants, avoir une famille, etc. et qu'ils se sentent comme des enfants quand ils sont à la maison. Donc déjà, on voit le trouble de la personnalité chez le pédocriminel. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup chez les militaires, les policiers et les professions à uniforme, parce que les professions à uniforme attirent les schizophrènes, les schizoïdes, et entraînent aussi de la schizophrénie, parce qu'on est obligé d'avoir 2 personnalités, avec et sans l'uniforme. Généralement, les schizoïdes et ceux qui deviennent schizophrènes, eh bien, aiment bien quand ils sont à la maison se comporter comme des enfants, en particulier des enfants égoïstes. Cinquièmement, il faut rester ouvert aux signes de prédation sexuelle. Prédation sexuelle, ça fait référence au stratagème que va mettre en scène le pédophile pour gagner la confiance de l'enfant. Pendant des mois, et même pendant des années, le pédophile, le pédocriminel, va devenir l'homme le plus proche de sa victime. C'est le père de famille qui va s'enfermer dans la chambre avec une de ses filles. C'est des regards entre les deux. C'est des messages à voix basse. Parce qu'en réalité, le pédocriminel met sous emprise mentale sa victime qui est terrorisée par son agresseur. En règle générale, les pédocriminels cherchent des enfants qui les aiment. Par exemple, le pédocriminel va abuser sexuellement de la fille qui est la plus éprise de son père. Les petites filles aiment bien leur papa en règle générale. Eh bien, si le père est pédocriminel, il va en priorité abuser celle de ses filles dont il se sent la plus proche et qui se sent en sécurité avec lui. Parce que le pédocriminel, par ses pratiques, se sait en insécurité et il a besoin de se mettre en sécurité et pour cela de se cacher derrière une autorité, en particulier l'autorité parentale. Certains pédocriminels, seulement 5%, s'en prennent à des enfants en dehors de leur famille. Ça peut être des professeurs d'école, ça peut être des religieux, ça peut être dans toutes sortes de métiers où on est en contact avec la jeunesse. En règle générale, l'agresseur sexuel va utiliser une panoplie de jeux et de combines.
d'activité et d'expression pour tromper la confiance de l'enfant et la confiance de la famille. Par exemple, il demande à l'enfant, c'est un secret entre nous. Papa va te faire un petit peu mal au début, mais après tu verras, tu veux pas faire plaisir à papa, papa t'aime tellement. Ça commence par des caresses, il les embrasse, il les touche, et puis petit à petit, il fait toucher son pénis par sa fille, ou par sa petite fille, ou par son fils, ou par son petit-fils. Et il va acheter le silence de ses victimes en les flattant et en leur donnant de l'amour et de l'affection, et c'est là le pire. Gardez à l'esprit que ces techniques, elles sont là pour déboussoler l'enfant, en faire une victime et la garder silencieuse. Maintenant, quelles sont les techniques qu'on peut mettre en œuvre pour protéger votre enfant? Comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants des prédateurs sexuels? Tout simplement, il faut identifier les prédateurs sexuels qui sont dans votre quartier. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, il y a un site qui s'appelle nsopw.gov/en-us qui permet, via la justice américaine, de identifier à partir d'un bracelet les pédocriminels et de les suivre en direct. Vous pouvez aussi taper le nom du pédocriminel et vous allez faire une recherche des noms individuels pour voir si la personne est un délinquant sexuel, parce que généralement ça apparaît dans la presse. Sachez également qu'il est illégal d'entreprendre tout type d'action contre les délinquants sexuels enregistrés et qui ont purgé leur peine. Donc il ne s'agit pas de stigmatiser les pédocriminels. Par contre, il est de votre devoir de les identifier. Et lorsque vous les avez identifiés, vous devez briser l'omerta. Si vous avez eu un pédocriminel dans votre famille, si un homme a eu ou une femme ont eu un comportement pédocriminel à un moment, vous devez les signaler dans votre famille, dans son milieu professionnel, dans son milieu religieux et dans toutes ses activités sociales. Bien sûr, protégez-vous en le faisant, mais en agissant de la sorte, vous allez protéger les enfants. Un conseil que mes parents m'ont donné quand j'étais petit, c'est de ne jamais me retrouver seul dans un lieu avec un adulte. Jamais tout seul avec un adulte. Toujours sortir et même pas ne laisser la porte ouverte. Ne jamais me retrouver seul dans une salle avec un adulte. Lorsque j'étais au collège, par exemple, ou au lycée, quand j'ai été convoqué, ça m'arrivait chez le directeur pour une raison ou une autre, des formalités administratives ou parce que j'avais signalé quelque chose qui n'allait pas dans l'école, eh bien, je demandais que la porte reste ouverte et j'y allais avec un autre élève où je demandais la présence d'un enseignant, sinon je faisais appeler mes parents. Voilà. Ne laissez jamais vos enfants avec des adultes que vous ne connaissez pas bien. D'autre part, un autre conseil, troisième conseil que j'ai appliqué moi aussi, c'est de mettre une caméra si vous engagez un ou une babysitter. Vous en apprendrez des belles. Voilà. J'ai aussi une dame âgée à la maison. J'ai des micro-caméras chez moi qui permettent d'enregistrer. Et j'ai vu des comportements que, pour ma part, j'estimais déplacés. Alors, bien entendu, il faut faire très attention aux vidéos des téléphones portables parce qu'elles peuvent être manipulées, elles peuvent être modifiées sur Photoshop. On peut faire des copier-coller avec des voix avec des trois petits points, etc. Il y a des gens qui sont experts dans la falsification informatique, donc il faut faire attention. Une preuve vidéo n'est pas une preuve absolue. Voilà. En règle générale, assurez-vous que vos enfants n'envoient jamais de photos à une personne qu'ils ont rencontrée sur Internet ou avec quelqu'un avec qui ils discutent en ligne, que ce soit des photos nues ou des photos habillées. Sachez aussi que les enfants ont tendance à se confier sur Internet à d'autres personnes qui peuvent être des adultes ou des adultes déguisés en enfants. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un mouchard informatique si vos enfants ont accès à Internet et de ne pas leur laisser d'ailleurs Internet dans leur chambre. Lorsque vos enfants sont sur une tablette ou un ordinateur, vous devez rester en leur présence et contrôler le contenu qu'ils consultent. Pour ma part, je suis de la génération plutôt des livres, mais j'avais des parents qui contrôlaient mes lectures en permanence et qui veillaient à ce que j'avais les éditions Bayard par exemple, c'est-à-dire des bonnes lectures. Autre point, cinquième point, assurez-vous de donner suffisamment d'affection à votre enfant. C'est-à-dire les enfants qui sont délaissés, les enfants par exemple qui ont une mère dépressive, ou une mère seule,
ou lorsque le père est en déplacement et que la mère a du mal à gérer, qu'elle prend des médicaments, ou qu'elle trouve sa tâche difficile parce qu'il faut quelquefois avoir une vie professionnelle, une vie familiale, etc. Sachez que ces enfants qui ne reçoivent pas suffisamment d'affection vont être la proie prioritaire des pédophiles, des pédocriminels. Autre point, dans la demande d'affection, moi j'avais des parents qui m'ont expliqué ce qu'était la pédocriminalité et qui m'ont dit que au cas où ça se passait, je devais les avertir. C'est-à-dire que si un adulte me mettait la main dessus, en particulier au niveau du sexe, ou me caressait, je devais hurler et sortir du lieu où je suis. Passez du temps avec vos enfants. Donc apprenez aux enfants à vivre avec des adultes, à apprivoiser les adultes et apprenez-leur à détecter un comportement de normal d'adulte et un comportement divergent. Sachez aussi qu'il est bon d'enseigner à votre enfant que vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment. Moi, c'est ce que j'ai une mesure éducative que j'ai toujours appliquée, y compris sur mes animaux. Lorsque le petit chien de ma tante Missy vient ici, ben j'arrête mon travail pour le saluer. C'est-à-dire s'il arrive ici, il vient me voir, et bien je m'arrête, quelle que soit mon activité, et je parle avec lui. S'il veut venir avec moi, ben je laisse venir avec moi, et sinon il repart. Mais en tout cas, il faut s'arrêter pour les autres. Votre activité prioritaire, ça doit pas être votre tablette, votre jeu vidéo, votre travail, etc. C'est les personnes humaines et animales avec qui vous pouvez interagir. 6e point, il faut vraiment que vous appreniez à vos enfants à identifier les attouchements inappropriés. Donc, il faut expliquer à un enfant que les parties intimes ne peuvent pas être touchées. Apprenez-leur aussi à dire non, hein, et demandez à votre enfant de venir vous voir immédiatement si un adulte a touché ses parties intimes. 7e point, apprenez à reconnaître les comportements étranges de vos enfants. Dans les pharmacies, vous allez généralement trouver des dépliants. Et chez votre médecin, on vous apprend quelles sont les mesures à prendre pour détecter un enfant victime d'abus pédocriminels. Si vous trouvez que le comportement de votre enfant a changé, essayez de trouver pourquoi. Posez-lui des questions. Communiquez avec lui. Si l'enfant vous dit qu'il a été touché de façon inappropriée ou s'il n'a pas fait confiance à un adulte, faites d'abord confiance à votre enfant. Ne mettez pas en doute la parole de l'enfant, comme le fait en général la justice. Prenez toujours votre enfant au sérieux, même et surtout si l'auteur de crimes pédocriminels est un membre de la famille. Souvenez-vous que la plus importante que vous puissiez faire est de protéger vos enfants de la pédocriminalité. Si votre conjoint commet des crimes pédocriminels sur votre famille, dénoncez-le à la police et faites-le emprisonner. C'est un prédateur sexuel, il continuera. Certains prédateurs sexuels ont ainsi bousillé la vie de 15 000 enfants au cours de leur existence. En règle générale, un pédocriminel ordinaire va abuser entre 300 et 500 enfants. C'est-à-dire, si vous identifiez un père de famille qui a commis l'inceste et l'abus sexuel sur sa fille, il a forcément touché d'autres enfants. Ils ne se satisfont jamais d'une seule proie. Il faut également que vous indiquiez à vos enfants que les expressions à caractère sexuel n'ont pas leur place. J'en emploie quelquefois parce que j'ai un vocabulaire de PD, il faut bien le dire. Mais il faut faire comprendre aux enfants que quelquefois, les enfants à partir de 12 ans, et surtout aux alentours de 14 ans, il y a une différence entre de vocabulaire et qu'il y a des niveaux de langage. Surtout, soyez très clair que enseignez à vos enfants que si un enseignant, un gardien, un babysitter, un éducateur, un religieux a un comportement étrange avec lui ou demande des photos personnelles, enseignez-lui comment se comporter. L'enfant doit immédiatement vous le dire. Nous allons maintenant, avant de passer aux stratégies des réseaux pédocriminels, envisager un certain nombre de termes qu'il faut bien clarifier. J'aime bien ma petite cloche tibétaine, j'aime bien avoir à côté de moi lorsque je filme. Voilà. Alors, certains termes doivent être clarifiés. Le pédocriminel est une personne
pédophile, c'est-à-dire quelqu'un qui est attiré par des enfants prépubères. Hein. Un hébéphile ou hébécriminel est une personne attirée par des jeunes adolescents. Et un éphébophile est une personne qui est attirée par des jeunes adultes. Bien entendu, les trois sont des prédateurs sexuels qui agressent des mineurs d'âge. La majorité sexuelle est de 16 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles. Souvenez-vous en règle générale que si votre enfant a l'air isolé ou contrarié, il deviendra une cible pour les pédocriminels. Il faut savoir aussi que dans les médias, le mot pédophile, pédocriminel ou agresseur sexuel est parfois utilisé à tort et à travers. Et donc, il convient aussi d'utiliser un vocabulaire juste qui correspond au niveau intellectuel de vos enfants. Contrairement à ce que tout le monde croit, beaucoup de pédocriminels sont aussi terrifiés par leur penchant que les gens qu'ils dégoûtent. C'est-à-dire que le pédocriminel a honte, sait qu'il fait le mal, le fait et a honte de lui. C'est-à-dire la conscience morale du pédocriminel est totalement entachée. Il ne peut pas éluder la question en disant que les frais sont prescrits, qu'il a trouvé un accord financier, etc. S'il a baisé sa fille, il baisera sa petite fille et toutes les jeunes filles et les enfants qui passeront à sa proximité. La pédocriminalité, c'est un trouble du comportement sexuel qui exige une thérapie psychiatrique lourde, notamment avec des jugulants et des castrateurs sexuels. Et il faut aussi un travail comportemental pour aller à la racine. Par exemple, eh bien, on trouve chez les fils de capots de camps de concentration nazis qui ont commis des attouchements et des agressions sexuelles sur des jeunes femmes juives et même sur des enfants, une transmission de ces pratiques-là à leurs enfants, même s'ils n'ont pas été informés du passé de leur père. Il semble que cela affecte l'épigénétique et soit lié à un certain nombre de troubles du métabolisme, de l'humeur, de l'équilibre de cerveau et du trouble psychiatrique. Je ne vous demande pas de ne pas avoir de compassion pour les agresseurs sexuels. J'ai essayé moi-même d'en soigner plusieurs au cours de ma vie, que ce soit des pédocriminels ou des violeurs, hein, parce que dans nos organisations religieuses, on a toutes sortes de publics. Mais faites conscient que la société a ses défauts et qu'il y a des individus qui sont carencés, des individus qui sont pervers et qu'il faut avoir une relation de confiance avec nos enfants, mais aussi une relation de confiance avec ces agresseurs, arriver à les faire se confier, non pas pour les faire chanter, comme a osé le dire dernièrement un agresseur sexuel en ski, mais justement, ces agresseurs sexuels ont des stratégies de défense. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quelles sont les stratégies de défense des agresseurs sexuels? On voit ça maintenant. Et tout de suite. On doit distinguer les agresseurs sexuels individuels et les agresseurs sexuels en groupe. Ils ont deux modes de réaction différents. Les agresseurs sexuels individuels, généralement pour se protéger, ils imposent le silence à leurs victimes. C'est le premier point. Deuxième point, ils vont renforcer leur image sociale et leur sociabilité, leur respectabilité avec des galons, des uniformes de magistrats, des galons de soldats, des fonctions importantes qui, pensent-ils, les mettront à l'abri des accusations. Ils intimideront par leur uniforme, mais aussi ils noieront le poisson en se montrant particulièrement sociable, gentil, serviable et agréable. Cette stratégie est sournoise, c'est une stratégie de la dissimulation. Ça prouve à la base que vers l'âge de 13-14 ans, dans son développement psychique, l'enfant a rencontré des difficultés au niveau psychologique, voire des troubles psychiatriques, qui peuvent être quelquefois des troubles du métabolisme ou de l'équilibre chimique du cerveau. Donc, il est très important de comprendre quelles sont ces deux stratégies. La première, c'est l'omerta, et la deuxième stratégie pour le prédateur individuel, c'est se rendre respectable socialement, et pourquoi pas incarner des fonctions prestigieuses avec des diplômes qui vont le mettre à l'abri de la suspicion qui pourrait être dirigée plus efficacement sur quelqu'un qui a un comportement asocial ou qui a des fonctions sociales qui sont de basse classe. Voilà, donc faites très attention. Généralement, la pédocriminalité sévit
énormément dans les milieux de la bourgeoisie et c'est là où elle passe le plus inaperçue. Maintenant, nous allons voir quelles sont les stratégies de groupe. Eh bien, les stratégies de groupe, elles sont simples. Les pédocriminels forment généralement des réseaux. Et ces réseaux vont couvrir toutes les activités. Ça va du restaurateur hôtelier, en passant par le policier, le gendarme, le préfet, le juge, donc le magistrat, le politique, ça peut aller jusqu'au ministre et même au président de la République. On pense par exemple au cas de Georges Pompidou qui a été impliqué dans des activités des balais roses, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des rapports sexuels avec des très jeunes filles qui étaient amenées par Alain Delon, nous dit-on, à l'Élysée. Je laisse Gérard Fauré la responsabilité de ses propos, mais il n'y a pas que lui qui le dit et ça semble bien documenté, cette histoire des balais roses de l'Élysée. Donc ces pédocriminels, eux, ils vont fonctionner de la façon suivante. Ils forment des réseaux dans les milieux de pouvoir pour se protéger. Deuxième stratégie, c'est que lorsque les pédocriminels sont dénoncés et qu'ils se sentent attaqués, ils vont pratiquer l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que, c'est comme un voleur qui accuse l'autre de vol, c'est comme un menteur qui accuse l'autre de mentir, comme un tueur qui accuse l'autre d'avoir tué. Le pédocriminel va toujours accuser autrui d'avoir des troubles sexuels. En particulier, on trouve chez les pédocriminels en façade beaucoup d'homophobie. Donc, lorsque vous rencontrez des gens qui sont extrêmement homophobes, il y a de fortes chances qu'ils soient impliqués dans des abus sexuels sur mineurs, qu'ils soient des pédocriminels, en particulier des abuseurs de petites filles. Il y a un mode de détection, je vous ai dit lequel. Sachez que le vocabulaire doit être juste et que d'autre part, les pédocriminels, qu'ils soient individuels ou en groupe, ont des stratégies pour se défendre. En règle générale, la plus grosse stratégie, c'est le réseau. C'est pour ça que le préfet Witowski n'est pas crédible lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de réseau pédophile en France et qu'il n'y a que de la pédocriminalité sur Internet. Ce n'est pas crédible, ça ne correspond pas aux faits, ça ne correspond pas aux enquêtes de police. On peut faire une très grosse opération de police au niveau national en prenant 400 à 600 policiers et faire un grand show médiatique. En règle générale, un préfet qui a besoin d'agir de la sorte est lui-même impliqué dans les réseaux pédocriminels. La police, elle a besoin de travailler dans la discrétion et elle a besoin de travailler dans le secret. Et elle sait très bien que si les pédophiles ne se sentent pas menacés, les pédocriminels, la police aura plus de facilité à les arrêter. En faisant des grands shows médiatiques, en réalité, on oblige les pédocriminels à être plus discrets, on ne prend jamais les réseaux et on tombe toujours sur des petites proies. Je vais vous donner un exemple qui vaut par exemple en Seine-Saint-Denis. Vous décidez de faire une grande opération contre les stupéfiants. Bien entendu, vous en prévenez les réseaux mafieux. Vous allez faire une opération publique spectaculaire, vous allez trouver des quantités de drogue sur un nombre très important de personnes, mais jamais de grande prise de drogue. Tout ça signifie tout simplement que ces opérations de police sont des opérations de communication qui sont destinées au public pour noyer le poisson sur la réalité des trafics et pour faire aussi baisser les statistiques. On a ainsi des commissariats qui ont 130% de résolution des cas. C'est très simple, vous jouez aux cartes toute la journée pendant 7 heures, nous disait le commissaire Alexandre Langlois, l'inspecteur Alexandre Langlois, et puis 1 heure avant de partir à la maison, vous courez à la gare du coin, et puis vous regardez les gens qui ont des têtes d'étrangers, vous les arrêtez, et je vous assure que vous allez trouver du hashish, et en règle générale, c'est comme ça qu'on fait 100% de résolution sur les enquêtes de stupéfiants. Ça permet au commissaire du bureau de police d'avoir jusque 30 000 € de prime par an. Voilà, donc il a ses petits chouchous qui va laisser jouer aux cartes toute la journée, se masturber devant du porno et sur leur téléphone. J'ai réglé leurs affaires personnelles ou leurs affaires de corruption et ensuite faire des petites razzias comme ça pour donner l'impression au public que la loi s'applique. En réalité, c'est tout à fait faux. J'en ai souvent discuté avec des policiers, en particulier à Luxembourg. J'ai demandé pourquoi vous avez jamais des grandes opérations spectaculaires comme les préfets le font en France. Et ils nous ont dit c'est contre-productif. Ça désorganise les services, déjà, de police, parce que ça leur fait abandonner les dossiers en cours et travailler sur des nouveaux cas qui sont souvent de très petits cas. Le père de famille qui s'est connecté sur Internet, etc. Donc, je lui ai posé la question à un commissaire de police que je connaissais bien à Luxembourg et que j'appréciais, je ne dirais pas son nom, bon, c'est quelqu'un dont je connais bien la famille, et qui m'a dit, en réalité, si dans ton pays, il y a des préfets qui font de tels shows publics, c'est qu'ils protègent les réseaux pédocriminels, qu'ils protègent les réseaux du stupéfiant, on peut dire aussi les fuites, le lobby militaro-industriel atomique, en règle générale, dont ils sont les pantins, et bien d'autres activités illégales
pour lesquels on a besoin de faire de l'enfumage auprès du public. Donc, il faut juger un arbre à ses fruits. La véritable police, par exemple en Suède, les policiers n'ont pas d'uniforme, n'ont pas de sirène, ils ont des véhicules banalisés, ils travaillent en civil. Et la police suédoise ou la police norvégienne a énormément de résultats. En France, on met des sirènes toutes hurlantes, on met des gens en uniforme, on met des voitures dans les rues et des patrouilles. On fait des opérations de police spectaculaires et médiatiques, et pourtant la criminalité est bien plus élevée, alors que en Suède ou en Norvège, il y a une très importante population de réfugiés de guerre, des musulmans, des apatrides, etc., qui ont trouvé là un pays où ils peuvent continuer leur vie en toute sécurité. Donc les techniques de la police de la République française et des préfectures sont des techniques d'enfumage. Certains préfets sont impliqués jusqu'à la gueule, jusqu'à la garde dans le trafic de drogue, dans les activités criminelles de l'industrie chimique et nucléaire et dans les réseaux pédocriminels. Donc un bon moyen d'ailleurs de vous en rendre compte, c'est que la personne qui est impliquée dans une spectaculaire opération de police publique, vous allez taper son nom sur Google avec le mot pédocriminel. Par exemple, vous tapez Tréfingui et pédocriminel, vous trouverez que mon nom et vous trouverez que les vidéos que j'ai fait où j'ai dénoncé la pédocriminalité pour avoir été confronté depuis l'enfance, avoir lutté contre elle, l'avoir dénoncé, mais en même temps avoir proposé des thérapies aux pédocriminels. On en a eu un ici, il y a pas autant de temps que ça, mais bon, la thérapie ne lui a pas profité, tout simplement parce que à l'intérieur de la thérapie, on s'est trouvé avec 3 personnes, une fournisseuse de réseau, lui auteur de faits pédocriminels et elle victime. Donc les mauvaises pratiques ont pris le dessus et pour se protéger, ils étaient prêts à tout détruire et tout tuer pour se protéger de leurs crimes. Voilà. Donc il faut faire très attention aux stratégies de diversion des réseaux pédocriminels. J'ai été confronté, comme je vous l'ai dit, et j'ai lutté contre les réseaux pédocriminels toute ma vie. On me l'a fait payer très cher puisque lorsque mon ex-compagnon, qui était aussi mon père adoptif, a été assassiné, il avait été écrit dans une Bible pédophile avec un couteau planté. On a essayé de me faire porter ce crime, mais en réalité, la vengeance était signée. Qui se vengeait? C'est les gens dont j'avais dit qu'ils protégeaient les réseaux pédophiles, en particulier les RG, qui sont depuis devenus la DGSI, puisqu'il y a une institution maison qui est de protéger les pédocriminels à des fins stratégiques, notamment de les placer au plus proche du pouvoir pour pouvoir les contrôler en les faisant chanter sur les pratiques. La corruption politique, elle se fait pas seulement par l'argent, elle se fait aussi par l'intimidation. Donc n'hésitez pas, lorsqu'une personne en fait un peu trop sur les réseaux pédocriminels, à taper le nom de cette personne et à regarder les entrées. Si la même famille apparaît comme auteur, comme lutteur et comme victime, posez-vous des questions. C'est qu'il y a une problématique à l'intérieur de cette famille. Prenez le nom de n'importe quelle personne et tapez pédocriminalité. Moi, je suis direct avec vous, j'ai fait des vidéos avec Gérard Fauré sur ce sujet et je l'ai fait d'autant plus que les réseaux pédocriminels protégés par les RG, la DCRI en France et devenu DGSI, eh bien, ont signé l'assassinat de mon ex-compagnon dans le cadre d'une activité de l'OTAN pour protéger des activités terroristes de l'OTAN et qu'ils ont essayé non seulement de me faire passer pour un pédocriminel, mais en plus ils ont ils ont tué mon ex-mari et tenté de me faire porter ce crime avec en plus la mention pédocriminel qui en réalité ne me visait ni moi ni lui parce que je ne suis pas et lui ne l'est pas non plus, mais en réalité était la signature de qui avait commis le crime, c'est-à-dire le renseignement français, civil et militaire. En particulier, j'avais visé la gendarmerie. Le fait est, c'est que le hasard de ma vie m'a fait rencontrer quelqu'un de l'armée et quelqu'un de la gendarmerie qui est maintenant préfet, qui viennent d'une famille de pédocriminels, qui pratiquent la pédocriminalité et qui protègent ces réseaux pédocriminels. Vous comprendrez un petit peu mieux les problèmes qu'on m'a fait ici, pourquoi je me suis retrouvé à lutter contre un homme politique à l'intérieur du pouvoir judiciaire qui utilise la pédocriminalité comme moyen de pression et de chantage pour des activités administratives, judiciaires et privées, et comment lui-même l'est aussi. Ce petit monde interlope de la pédocriminalité est extrêmement solidaire, quel que soit le pays. Il se protège tout simplement parce qu'il veut assouvir ses fantasmes et ses envies, ses fantasmes et des envies de détraqués mentaux qui les conduisent à violer leurs propres enfants, leurs propres petits-enfants et jusque dans les toilettes
d'un restaurant où ils ont été invités à intervenir. La pédocriminalité est une maladie mentale. Mon opinion, c'est qu'elle peut se soigner. Il y a des réponses qui sont données dans le milieu psychiatrique et il y a des réponses qui sont données dans le milieu psychologique comme le nôtre et religieux. Mais en attendant, si vous avez été victime d'abus sexuels, notamment pédocriminels, on a des thérapies qui sont spécialement conçues par vous. On a ici plusieurs dames qui sont passées par ça, qui sont arrivées à guérir, notamment avec l'étude des distorsions élémentales et les ateliers filmés que nous faisons sur les distorsions élémentales. Je vous invite à rentrer en contact avec elle et pourquoi pas de rentrer en thérapie avec elle si cela vous est arrivé. Mesdames, si votre mari est un pédocriminel et quelles qu'en soient les conséquences et les risques, dénoncez-le à la police afin qu'il puisse être soigné et qu'il soit sorti de la société par des mesures coercitives parce que ces gens-là, lorsqu'ils sont démasqués, n'hésitent pas à tuer. Ça commence par l'inversion accusatoire. Ça continue avec des procédures juridiques et du harcèlement juridique et judiciaire et ça peut aller jusqu'à des mesures d'assassinat qui sont menées par ces personnes-là, ces malades mentaux qui entendent continuer à infliger des sévices sexuels à nos enfants, à vos enfants et à leur propre famille, sachant que ces comportements se transmettent en plus d'une génération à l'autre et quand dans une famille il y a un pédocriminel, en règle générale, on n'en a jamais fini avec la pédocriminalité à l'intérieur de cette famille. En tout cas, je vous souhaite de vivre heureux, même si vous avez été abusé sexuellement. Grâce à Dieu, ça n'a jamais été mon cas, mais le fait est, c'est que j'ai, en tant que petit-fils de magistrat et descendant d'une longue lignée de magistrats et de personnes de la profession juridique, j'ai un sens inné de la justice. Et lorsqu'il y a un comportement dans mon entourage qui est erroné, je n'hésite pas à proposer à la personne une thérapie pour qu'elle puisse s'en sortir. Et si cette personne se montre récalcitrante, je lui demande de s'éloigner et je la dénonce. Mais certaines personnes réagissent mal et elles ont des réactions extrêmement agressives, comme celles que vous avez pu constater ces derniers temps dans l'entourage qui nous avait reçoint ici à Rio de Janeiro. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis je vous dis à très bientôt pour un sujet plus amusant. Ciao. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in the city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Pour réaliser cet article, je me suis inspiré de WikiHow, comment identifier un pédophile. J'ai repris principalement les rubriques principales, où j'ai bien entendu rajouté des éléments personnels, théoriques et factuels. Et puis, je me suis aussi inspiré de différentes collections sur Internet sur la pédophilie, comment identifier un pédophile, comment trouver des mots justes pour en parler, ces citoyens qui sont en croisade contre les pédocriminels sur Internet, et un certain nombre de conseils pratiques. Il y a évidemment des signaux d'alerte et phrases assassines, mémoire traumatique et victimologie, qui est un excellent ouvrage que j'ai pu consulter en partie et qui est en PDF, qui est gratuit et qui permet de faire le point sur cette question. Vous n'aurez plus aucune excuse si vous avez un pédocriminel dans votre entourage que vous ne le détectez pas et que vous ne le dénoncez pas. Sachez que vous êtes dans l'obligation de le faire, quels qu'en soient les risques, parce qu'il pourrait faire au moins 300 victimes au cours de son existence.